Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on étudie ensemble les règles du mikvé kelim, l'obligation qu'on a quand on achète un nouvel ustensile de le tremper au mikvé. Alors d'où vient cette obligation? Pourquoi cette obligation existe-t-elle? Et de quelle façon doit-on la réaliser? Et quelle sorte d'ustensile est concernée par cette obligation? Donc à la fin de Masechet Avodah Zarah, le traité Avodah Zarah, dans la Gemara, donc, on rapporte que lorsqu'un juif achète un nouvel ustensile, il a le devoir de le tremper dans un mikvé kasher, d'un volume d'eau de 40 CA. Un mikvé kasher, c'est-à-dire qu'il doit le tremper dans un endroit qui correspond, qui a été construit selon des halachot, selon des règles bien précises. Ce n'est pas partout qu'on peut tremper un ustensile. Une baignoire pleine ou une piscine ne peuvent pas jouer le rôle de mikvé dans ce cadre-là, ainsi que dans le cadre des règles de la pureté familiale, de Taharat Mishpacha, etc. Donc on doit le tremper dans un mikvé kasher qui est prévu à cet effet, et ou dans d'autres étendues d'eau qui seraient à même de répondre aux critères de kashrut d'un mikvé. Donc il faut que ce soit un mikvé kasher, il y a une quantité minimale d'eau, il faut d'où vient cette eau, etc. Toutes sortes de questions que l'on se pose aussi quand on construit un mikvé. Alors, d'où vient cette obligation? Cette halakha est tirée d'un passage dans le Sefer Bamidbar, dans le livre de Bamidbar, qui suit la guerre de Midian à Milchet Met Midian, donc que les Bnei Israël ont dû mener contre le peuple de Midian. Le peuple de Midian leur avait tendu un piège, ils avaient envoyé leurs jeunes filles, les avaient poussées à servir des idoles et avaient donc fait peser sur le peuple d'Israël une terrible épidémie qui avait tué 40 000 personnes. Donc c'était un événement tragique qui s'est terminé avec la vengeance de Pinchas qui a tué Zimri ben Salou, un passage très connu du Sefer Bamidbar, la paracha de Pinchas. Et suite à la paracha de Pinchas, Pinchas a mené les hommes d'Israël donc dans une guerre contre Midian qui était à l'origine de ce complot. Donc l'armée chargée d'anéantir Midian revient victorieuse, et les hommes rapportent leur butin de campagne. Leur butin de campagne est donc avec des ustensiles, dont des ustensiles de cuisine, et la question se pose concernant les étapes à suivre pour pouvoir s'en servir. Donc il y a différentes questions, différentes problématiques qui vont être résolues pour pouvoir utiliser ces objets. Donc tout d'abord, il y a une question de pureté et d'impureté. D'accord? Les hommes de Midian ont fait la guerre, ils ont tué des gens, donc ils ont touché des cadavres, ils étaient au contact de dépouilles humaines, même si c'était leurs ennemis. Il y a une impureté, il y a l'impureté du mort qui les concerne donc, et il faut les purifier par l'intermédiaire des cendres de la vache rousse. Donc c'est une étape de pureté et d'impureté qui ne nous concerne plus de nos jours. En fait, de nos jours, on n'applique plus les règles de pureté et d'impureté, mais pendant très longtemps, jusqu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash et quelques temps après, on a réalisé encore les règles de pureté et d'impureté. Donc ça, c'était une première question qui n'a pas de véritable incidence halachique de nos jours, les questions de pureté et d'impureté. Deuxième question, c'est la question de la cacheroute. Ces objets, ces ustensiles ont servi à faire cuire, à emmagasiner des aliments non cachers. Donc il va falloir les cachériser. Comment on les cachérise? Eh bien, c'est de cette paracha, de ces psukim, donc, que l'on déduit la règle de kebolro karpolto. De la même manière que l'ustensile a absorbé le goût des aliments non cachers, eh bien, c'est de cette façon-là qu'on va devoir le cachériser, c'est de cette façon-là qu'on va polto, kebolro, de la même manière qu'il absorbe karpolto, ainsi le keli, ainsi l'ustensile va rejeter le goût des aliments non cachers qui interdirait l'usage de cet ustensile. Donc si par exemple c'est un objet qui a servi à la grillade, donc qui a servi par le feu, avec le feu, eh bien c'est par le feu qu'on va le cachériser. Il va falloir le faire passer au chalumeau pour faire ressortir le goût des viandes non cachères qui ont pu être cuisinées. Si c'est une casserole, donc qui a servi à faire bouillir de la viande, donc, ou des aliments ou d'autres aliments non cachers, eh bien il va falloir le faire bouillir pour pouvoir faire rejeter ce goût-là. Donc kebolro karpolto, c'est un principe qu'on utilise pour cachériser les hôtels quand on veut faire un séjour cachère, ou bien
soi-même, quand on veut cachériser des ustensiles qui ont servi pendant l'année et qui ne sont donc pas cachers les Pessar parce qu'ils ont servi dans le Hametz, eh bien on les cachérise de cette façon-là. Donc ça c'est une deuxième question, une question de cacheroute. On dit kol davar asher yavo ba'esh ta'avir ou ba'esh vetaer, donc ce qui passe par le feu, eh bien vous le ferez passer par le feu pour le cachériser, etc. Et ainsi de suite. Et enfin, la dernière question, ce que les chachamim déduisent du pasuk Bemenida yitrata, c'est qu'il faut le faire passer Bemenida dans les eaux de la Nida. C'est quoi les eaux de la Nida? C'est le mikvé kasher, le mikvé qui est kasher pour les règles de la Taharat Mishpacha, pour les règles de la pureté familiale, Bemenida, eh bien yitrata, on devra purifier aussi ces ustensiles-là avant de s'en servir. Alors, l'immersion dans un mikvé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle n'est pas liée à la cachérisation de l'ustensile. Ça veut dire que l'ustensile peut être parfaitement neuf, il est donc cachère, il n'a jamais servi, vous l'avez acheté dans un commerce, eh bien, il doit quand même être trempé dans un mikvé. Ça n'a rien à voir avec la cachérisation. Ça ne cachérise pas un ustensile. De la même manière, un objet qui aurait servi à du non cachère, un juif qui, par inadvertance, aurait cuisiné quelque chose de non cachère dans une de ses casseroles, du lait s'est mélangé à sa viande dans la casserole, etc. Donc le contenu n'est plus cachère, il doit tout jeter, mais c'est pas le mikvé qui va cachériser sa casserole. Et dans cette situation-là, il n'a pas non plus le devoir de le tremper au mikvé, parce que l'ustensile lui appartient déjà. Par contre, il doit le cachériser. Donc s'il a fait bouillir un mélange de lait et de viande, ben c'est en ébouillantant la casserole qu'il va pouvoir cachériser sa casserole. Mais ça n'a rien à voir avec le mikvé. Le Yerushalmi explique que le mikvé est là pour consacrer le passage de l'ustensile, l'ikdushato, chez l'Israël, à la sainteté du foyer juif. Donc ça n'a rien à voir avec la cachérisation, encore une fois. Un ustensile peut être parfaitement cachère et doit passer par le mikvé pour pouvoir servir dans un foyer juif, servir à préparer des repas de la table juive, si on peut dire, et être parfaitement cachère. Par contre, on peut avoir un ustensile qui n'est pas cachère, mais qui n'a pas besoin d'être trempé. Donc, par exemple, un juif a déjà trempé ses ustensiles au mikvé, et c'est devenu non cachère, comme on l'a dit par exemple, parce qu'il y a eu un mélange de lait et de viande, ou que sais-je, ou il a utilisé dans le Hametz et il veut le cachériser pour Pessah. Là, c'est une question de cachérisation, on n'a pas besoin de tremper les ustensiles dans le mikvé, et tremper l'ustensile dans le mikvé ne cachérisera pas l'ustensile, tout simplement. Donc, ce sont deux notions qui sont distinctes. Donc, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce passage au mikvé pour passer dans le foyer du juif, pour la l'ikdushato chez Israël, qui rentre dans la kdusha du foyer juif, eh bien, on peut comparer cela un petit peu à l'immersion du converti quand il devient juif. Il se trempe dans un mikvé pour consacrer sa conversion. Ainsi, quand un juif achète un objet à un non-juif, maintenant, l'objet rentre dans le domaine du foyer juif et donc prend une sainteté, prend une gdoucha, et c'est pour ça qu'on le trempe au mikvé. On peut aussi évoquer le fait que Shulchan domé la misbeach, la table juive ressemble à un autel, c'est un endroit où on va servir le Créateur, on mange pour pouvoir servir Dieu. Donc, la table, c'est un petit peu ce qui se passe autour de la table, ce qui sert à la table, est un semblant, d'une certaine manière, c'est un petit peu un Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, quand il fallait effectuer certains services, eh bien, il fallait se tremper au mikvé. Le Kohen Gadol, par exemple, se trempe 5 fois au mikvé le jour de Kippour, quand il doit changer de vêtements pour pouvoir rentrer dans le Kodesh HaKodashim et y déposer l'encens et asperger le sang des sacrifices spécifiques à Yom Kippour. Et quand il va se changer à nouveau, il doit se tremper à nouveau au mikvé. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir un service de Gdusha dans le Beth Amikdash, on trempait les ustensiles, ou les Kohanim eux-mêmes se trempaient dans certaines situations dans un mikvé. Donc, de la même manière, quand on fait rentrer un Kéli dans le foyer juif, alors qu'il n'y était pas, il n'appartenait pas à un juif, eh bien là, il prend une sainteté, une gdusha supplémentaire, il va servir au sacré, il va rentrer dans le service du sacré, un sacerdoce, car la table ressemble à un misbéach, et c'est pour ça qu'on le trempe dans un mikvé. Alors, quels sont les ustensiles qu'on doit tremper au mikvé? Dans Masechet Avodah Zarah, on explique que seuls les Kélé Seuda, les ustensiles
qui servent à préparer des repas sont concernés par cette obligation. Un autre objet qui ne servirait pas à préparer ou à servir des aliments n'est pas concerné. Alors le tour, il donne l'exemple de ciseaux par exemple. Alors les ciseaux, bien sûr, ça demande à être clarifié parce que dans certains cas, c'est pas évident. Mais si ce sont des ciseaux qui servent à couper du papier ou même à ouvrir des emballages alimentaires, eh bien, on n'a pas besoin de les tremper dans un mikvé. On ne peut pas dire que ça sert à contenir ou à préparer les aliments. Par contre, une casserole, des couteaux, etc., c'est bien entendu des kélé seouda, ce sont des kélé seouda, et ils sont concernés par l'obligation de Tvilat Kelim, il faut les tremper dans un mikvé avec bracha. Le Sefer Mitzvot Katan, qui est un décisionnaire de l'époque des Baalei à Tosafot, Rabbeinu Peretz, il donne aussi l'exemple d'un trépied sur lequel on pose la casserole. Alors le trépied sur lequel on pose la casserole ne contient pas les aliments. Il sert les aliments de façon indirecte. Et bien dans ce cas-là, il n'est pas concerné par la mitzvah de Tvilat Kelim, et donc on n'est pas obligé de le tremper au mikvé quand on l'achète. Autre point soulevé par la Gemara, c'est pas seulement les Kélé Seouda qui sont concernés par la Tvilat Kelim, c'est pas seulement que ce sont des Kélé Seouda, il y a un autre critère qui oblige la Tvilat Kelim, c'est que ce sont des ustensiles métalliques. Ça veut dire que pour être astreint à la Tvilat Kelim, il faut que ce soit un objet métallique qui sert à la Seouda, qui sert à préparer des aliments. Un objet métallique qui ne sert pas à la Seouda n'est pas Kélé Seouda, est dispensé. Un objet qui est Keli Seouda, mais qui n'est pas métallique, est aussi dispensé. Donc seuls les objets métalliques, les objets qui servent à préparer un repas et qui sont fabriqués en métal, eh bien, doivent être trempés au mikvé, puisque on dit dans le passouk Kol davar asher yavo ba'esh, qu'il faut que ce soit des ustensiles qui passent par le feu. Seuls les ustensiles en métal passent par le feu, et seuls ces ustensiles, donc, doivent être trempés au mikvé quand ils sont achetés par un juif. Alors, les Chachamim ont étendu l'obligation de Tvilat Kelim du métal au verre. Donc les ustensiles, les Kélé Seouda qui sont en verre, doivent aussi être trempés au mikvé. Pourquoi le verre est comparable au métal? Parce que comme le métal fond et peut servir peut servir à fabriquer de nouveaux ustensiles, il peut être recyclé. Maintenant, on parle de recyclage. Il peut être recyclé. Le verre aussi peut être recyclé. Il peut être fondu. Même si le verre se casse, il peut être fondu et servir à fabriquer d'autres ustensiles en verre. Donc le verre étant comparable au métal, les Chachamim l'ont inclus, ont inclus les ustensiles en verre dans l'obligation de Tevilat Kelim. Alors les objets en faïence, par contre, eux, sont dispensés de Tevilat Kelim. Les objets en argile ne sont pas concernés par la mitzvah de Tvila. Alors la question qui peut se poser, c'est les ustensiles en émail. Ils sont en faïence, ils sont recouverts d'émail. Le Tour rapporte que si des ustensiles sont en argile, mais ont un revêtement en émail, donc un revêtement en verre, c'est un petit peu du verre l'émail, donc ils sont astreints à la mitzvah de Tvila, on est obligé de les tremper au mikvé. Alors, de nos jours, nombreux sont les décisionnaires qui dispensent la porcelaine de la Tvila parce que le revêtement d'émail est très fin. On peut dire qu'il s'annule par rapport à l'essentiel de l'ustensile. Et en plus, l'émail n'a qu'une vocation esthétique, et donc il reste secondaire. C'est ce qui est rapporté donc dans le Shevet Halevi par Moshe Feinstein aussi, dans ses responsables. Si on veut se montrer strict et tremper la porcelaine, alors on pourra le faire, mais sans bracha par contre. On ne doit pas réciter la bénédiction quand on trempe des ustensiles en porcelaine par mesure de piété. Les casseroles qui ont un fin revêtement de pierre, qui est destiné à diminuer l'adhérence, donc des aliments à la cuisson, eh bien, ça reste principalement des casseroles en métal. Et donc, comme elles sont métalliques, elles sont concernées par l'obligation de Tvila, et donc on doit les tremper au mikvé. Même si, normalement, un ustensile en pierre ne doit pas être trempé au mikvé, quand il y a un revêtement de pierre sur une casserole en métal, eh bien, on doit le tremper au mikvé normalement. Un autre point important, c'est que c'est le contact avec la nourriture qui importe. Donc ça veut dire que si vous avez un objet qui est composite, eh bien on se posera la question de la matière qui est en contact avec l'aliment. Si un tonneau est en bois, mais qu'il est maintenu par des cerclages, par des cercles métalliques,
eh bien on peut dire ah oui, mais ce sont les cercles métalliques qui maintiennent l'ustensile, donc c'est comme si c'était un ustensile en métal. Eh bien non, un tonneau qui est en bois, et donc le bois est ce qui contient, c'est le contenant de l'aliment, eh bien on n'a pas besoin de le tremper au mikvé, même si ce sont des cercles métalliques qui le maintiennent. Des ustensiles en plastique, on pourrait se poser la question, après tout, le plastique, ça peut ressembler au verre, c'est recyclable. Malgré tout, on ne demande pas de tvila pour les ustensiles en plastique. Le plastique n'est pas concerné par l'obligation. Déjà, on peut dire que les chachamim n'ont pas donné de xéra, n'ont pas institué de tvila de kelim pour les objets en plastique. Le plastique n'existait pas. Même si certaines personnes ont pris sur eux de tremper les ustensiles en plastique parce que c'est comparable au verre, parce que c'est recyclable, encore une fois, ça n'est qu'une khumra, ça n'est qu'une midat rassidout, une mesure de piété, et ça n'est pas obligatoire. Une chose est sûre, c'est qu'on récitera pas la bracha si on prend sur soi de tremper des ustensiles en plastique. Alors si ce sont des ustensiles jetables, encore moins. Donc c'est l'opinion du Rav Moshe Feinstein, du Sisi Eliezer, du Chazon Ish, et aussi du Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer. Comme certains justement ont recommandé de tremper des objets en plastique, cette midat rassidout existe. C'est-à-dire si vous voyez quelqu'un tremper dans le plastique, ne vous dites pas qu'il est fou. C'est une vue qui existe dans les décisionnaires et c'est une mesure de piété qui est louable, même si ce n'est pas du tout obligatoire. Alors là aussi, si un objet est composite, il est composé de pièces plastiques et métalliques, eh bien, ça dépend de l'usage de la pièce. Donc, si par exemple on a le couteau d'un robot, que c'est le couteau qui est en contact avec les aliments, même si le pivot sur lequel le couteau est fixé, c'est un pivot qui est en plastique, eh bien, ce couteau doit être trempé au mikvé, comme n'importe quel couteau, puisque ce qui importe, c'est ce qui est en contact, qui sert à préparer la nourriture. En revanche, le bol dans lequel on place le couteau, si le bol est en plastique et qu'il y a un manche métallique, par exemple, ou qu'il est renforcé par des pièces métalliques, eh bien c'est exactement comme notre tonneau en bois avec ses cercles de métal. De la même manière que le tonneau n'a pas besoin d'être trempé, eh bien le bol du robot, lui, n'a pas besoin d'être trempé au mikvé, puisque c'est le plastique qui contient l'aliment, et le plastique n'oblige pas la tvilat kelim. Alors on verra, Bezrat Hashem, dans une prochaine vidéo, comment doit se faire la tvila, où on peut tremper des objets, qu'est-ce qu'on fait avec des objets électriques, est-ce qu'on doit les tremper au mikvé ou non, c'est ce qu'on verra Bezrat Hashem dans notre prochaine vidéo. Si vous avez des questions au sujet de ce dont on a discuté dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.